vous me répondez par vert, orange, rouge, en fonction de votre sentiment par rapport à la question que je vais vous poser. C'est du tac au tac et c'est parti. Emmanuel Grégoire, la retraite à 60 ans. Orange. Orange parce que ça ne peut pas être pour tout le monde, je n'y crois pas. Ce serait démagogique, c'est évidemment possible, mais ce serait au prix, ce serait trop coûteux. Et je n'y crois pas et je ne suis pas sûr que tous les citoyens le souhaitent. Donc à 60 ans, c'est quand on a commencé à travailler très tôt, ça je suis très attaché. 40 annuités, il faut pouvoir partir à 60 ans, il faut que tous les métiers pénibles, etc. Donc ça c'est vert pour ceux qui ont commencé très tôt. Et orange pour ceux qui veulent continuer à travailler un peu plus parce que je ne crois pas que tout le monde veuille partir à 60 ans. Merci. Les JO 24. Un méga vert. Ouais. Un méga vert, je n'en doutais pas. On a fait tous collectivement donner le meilleur de nous-mêmes et quand on est tous alignés pour faire des efforts ensemble, on soulève des montagnes. Il faut juste faire en sorte que cet état d'esprit des JO 2024, eh bien, il infuse dans d'autres occasions de la vie. Voilà. Mais ça a été une belle fête et on a essayé de veiller avec la ville à associer le plus largement et on l'oublie, mais il y avait énormément de sites organisés à côté pour que tout le monde puisse profiter des JO. Parce que comme je dis, des fêtes à Paris, il y en a beaucoup, on n'est pas tous invités, quoi. Et ce qu'il faut, c'est que tout le monde puisse se sentir invité à la fête. Voilà. Un immense vert. Les JO 2024, en termes d'écologie. Vert, vraiment vert. Là aussi, il faudra un peu de temps pour laisser, y compris les gens extérieurs, évaluer ça. Hein. Mais ça a été au cœur de la candidature. Alors, vous me direz, les JO, ça pollue plus que pas de JO. La réponse est oui. Mais on voulait faire la démonstration qu'on peut organiser un très grand événement, le plus grand événement au monde, en ayant une ambition immense. Il faudra le confirmer, mais c'est vraiment, on pense avoir réuni l'objectif, c'est une empreinte carbone 2 fois inférieure à ceux de Londres, qui était déjà exemplaire, à la fois grâce au transport en commun, grâce au travail qu'on a fait contre le plastique à usage unique. Donc oui, c'est une opération réussie et le temps permettra de le démontrer et d'en faire un bilan précis. Green Light Challenge, Emmanuel Grégoire. François Bayrou. Orange. Orange parce que c'est un adversaire politique, c'est un homme de droite. J'ai toujours considéré qu'être centriste, c'est être de droite. Et d'ailleurs, dans les alliances, à chaque fois, ça le traduit. Et orange parce que je veux laisser une chance au Premier ministre de la France de trouver un chemin. Tout ça pour dire que j'ai des adversaires résolus en politique. Et à l'exception de l'extrême droite, ça ne m'empêche pas d'être respectueux et d'être dans le dialogue. Donc voilà, je lui souhaite bonne chance, mais il est sous surveillance. Piquer une tête dans la Seine. Méga vert, je l'ai fait. Je l'ai fait d'abord. Je l'ai déjà fait à l'été 2022, dans le premier temps de communication qu'on avait organisé. Je vais vous dire, c'est très agréable. Ça ressemble à de la nage dans un lac en termes de sensations, avec un petit peu de courant en plus. Faire attention au courant, hein, ce qui supposera d'ailleurs des méthodes de surveillance. D'abord, rappeler que si on a fait tous ces investissements pour la Seine, c'est pas uniquement pour les JO, voire même pas pour les JO. Au sens où ce qu'on a fait pour améliorer la qualité du fleuve, c'est d'abord pour protéger le fleuve des affres de nos propres pollutions. C'était indispensable d'arrêter de traiter le fleuve comme un égout à ciel ouvert, comme ça l'a été pendant des dizaines d'années. Et il se trouve que la cerise sur le gâteau, c'est que comment montrer mieux que l'eau est propre qu'en s'y baignant. Et que les JO, pourquoi les JO ont été hyper utiles, c'est qu'ils ont incarné un calendrier d'obligation de résultats qui a permis d'accélérer considérablement ce travail d'assainissement de la Seine. Et dès l'été 2025, je l'espère, tous les Parisiens pourront venir goûter à ce plaisir simple. On protège notre fleuve, c'est un atout immense, c'est la biodiversité, c'est le respect. Il faut qu'on arrive, nous les sociétés humaines, à démontrer qu'on sait vivre sur cette planète sans la condamner à une extinction rapide. Parce que c'est ça hein, l'enjeu, hein. Il faut en comprendre la gravité et qu'une grande agglomération comme le Grand Paris eh bien, arrête de le traiter comme une poubelle est super et on le démontrera chaque printemps et chaque été en se baignant dedans. Même sans amoxicilline. Enfin, même sans amoxicilline. Non mais pour prendre un parallèle, c'est comme un lac ou comme la mer. L'eau est de bonne qualité, elle sera surveillée évidemment. De temps en temps, il peut y avoir des petits phénomènes de pic de pollution, mais comme ça arrive dans un lac ou pour une raison X ou Y de concentration d'algues, etc., il y a une interdiction de 24 heures ou 48 heures à la baignade. Mais c'est pareil que la mer, mais simplement de rappeler l'humanité à un devoir impérieux
et si elle ne protège pas la planète dans laquelle nous vivons, nous la condamnons à une extinction rapide. Hein. Nous ne la verrons pas, nous, ici, mais dans 150, 200 ans, si on n'engage pas cette bifurcation écologique, cette planète deviendra insoutenable et il y aura des catastrophes écologiques et donc sociales absolument majeures. Donc c'est notre responsabilité si on ne veut pas rester dans les livres de l'histoire comme les générations qui ont tué cette planète. Emmanuel Grégoire, le prix d'un logement à Paris en 24, en location ou en acquisition? Alors, en acquisition, évidemment, vous savez que ça dépend des quartiers. On est retombé en dessous de 10 000 euros du mètre carré, hein, autour de 9 100. Mais c'est un carton rouge, évidemment. Un carton rouge parce que le logement est pour moi la préoccupation centrale, le sujet le plus important, parce qu'on comprend hein, qu'en pesant sur le pouvoir d'achat, il crée un effet d'éviction. D'abord dire que avec le logement social, on a créé quand même un outil d'une très grande puissance pour maintenir de la mixité sociale à Paris, qu'on va continuer ce travail en faveur du logement social, mais que ça ne suffit pas. Et donc on est en train de travailler avec la foncière logement. On a déjà commencé à la ville de Paris, mais évidemment je ferai d'autres propositions dans les mois à venir. On doit mieux réguler les locations, on doit lutter contre la spéculation. Il y a 300 000 quasiment logements qui sont inoccupés à Paris. On doit trouver les outils pour massivement les remettre sur le marché locatif, lutter contre les meublés touristiques. Il faut comprendre que Paris, il y a deux menaces structurelles qui pèsent sur Paris depuis très longtemps. C'est d'abord parce que c'est une ville très attractive, les phénomènes spéculatifs du marché. Ça pèse à tout égard sur le commerce, sur le logement, sur les prix en général à Paris. Et le deuxième, et ça le nourrit, c'est le surtourisme. C'est que certains quartiers de notre ville, au moins, s'abandonnent exclusivement à ces touristes. Le tourisme, c'est génial. On en a besoin économiquement, culturellement. Mais il faut veiller aussi à ce que ces touristes, ça vienne nourrir la qualité de vie des Parisiennes et que ça ne se construise pas au détriment de la qualité de vie des Parisiens. La mobilité durable, la mobilité douce à Paris. Alors, je vais mettre un orange. Un orange parce que on a fait évidemment énormément pour cela et c'est très bien. On doit continuer à développer le réseau cyclable, etc. Mais un petit orange parce que c'est un sujet que je veux traiter, c'est les conflits d'usage de l'espace public, c'est la circulation des bus et des vélos. Des vélos, il y en a beaucoup qui respectent les règles, mais il y en a beaucoup qui ne respectent pas. Et donc il faut que ceux qui ne respectent pas les respectent. Bref, on tient le bon bout. On va continuer les efforts. Il faut mettre un tout petit peu plus sur la régulation, l'éducation, le respect et le cas échéant, la sanction. Merci beaucoup pour le Green Light Challenge. Merci. Hop. On passe sur le sujet de la transition écologique. On va rentrer un petit peu dedans. Juste 2-3 questions. Est-ce que vous, donc, depuis quelques mois, fort d'une situation macro un petit peu tendue, on voit un retour en arrière côté privé sur beaucoup d'engagements pris par les entreprises et évidemment on le retrouve également sur beaucoup de discussions, même la CSRD en ce moment est un peu en risque au niveau européen. Est-ce que vous ressentez dans le public, que ce soit à l'Assemblée ou évidemment quand vous êtes sur des sujets plus Paris, est-ce que vous ressentez ce retour en arrière sur l'écologie dans le public ? Oui, enfin, on le ressent. D'abord, il n'est pas interdit d'être préoccupé sur les sujets écologiques et de ne pas se désintéresser d'autres sujets. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle d'autres sujets que nécessairement la conscience de la crise écologique est moins là. Mais le sujet est assez simple en fait. La priorité de l'écologie peut réduire quand on a le sentiment qu'elle se construit au détriment des sujets économiques. En gros, c'est si faire de l'écologie, c'est sacrifier l'économie, nécessairement, dans les moments où c'est la crise économique, eh bien, on revoit l'ordre des priorités. Et ce qu'il faut, c'est précisément penser un modèle de bifurcation écologique qui ne se construise pas contre, on va dire, une prospérité partagée. Je suppose, il ne faut pas laisser à penser non plus qu'on sait faire de l'écologie sans faire des efforts sur une forme de contraction ou une forme de responsabilité sur la trajectoire économique. Pour dire différemment, si on consomme plus tout le temps, faut se dire, voilà. C'est une impasse, c'est un mensonge. Quand on dit la croissance verte, c'est quand les gens disent mais ce qu'il faut c'est de la croissance verte. Ouais, ok, mais si la croissance verte, il ne faut pas non plus que ce soit juste du greenwashing d'expression. La réalité c'est que je pense qu'il y a un modèle de responsabilité et de sobriété environnementale
qui ne soit pas un modèle basé sur la privation, mais précisément sur la responsabilité, notamment sur le partage. Et c'est ce qu'on dit par exemple sur l'exemple des mobilités à Paris. Si on a tous notre bagnole individuelle, ça ne marche pas. La bagnole, elle n'est pas utilisée 80% du temps, etc. Donc nous, ce sur quoi on est mobilisé, c'est ce qu'on appelle les communs. Hein. C'est de miser sur le collectif. Le collectif, c'est avoir des paniers dans lesquels on peut puiser en fonction des besoins. Et quand on a besoin d'une voiture, on utilise une voiture, mais l'idéal, c'est une voiture en partage, évidemment des taxis, des VTC, etc. Ce qu'il faut, c'est, on va dire, prendre le chemin qui soit le moins consommateur en ressources au profit de tout le monde. Donc c'est une prospérité qui doit être plus partagée. On ne peut pas avoir d'un côté un discours qui est de dire faut réduire les vols en avion, ce qui est le cas. Il faut réduire les vols en avion et dire aux gens vous pourrez faire que 4 voyages dans votre vie en avion, là où une partie de la population on fait 4 par mois, c'est pas possible. Et donc faut y travailler, il faut être sincère sur le fait que notre modèle consumériste trouve aussi ses impasses, mais il faut aussi que la promesse de l'écologie ne soit pas qu'une promesse de privation et de retour en arrière d'une certaine manière. Et ce chemin existe, en particulier dans les villes denses, dans les grandes villes urbaines, parce qu'on peut partager, on peut mutualiser, ce qui fait que notre impact carbone individuel, il est infiniment réduit précisément parce qu'on est tous ensemble à vivre et à mettre en commun. L'infrastructure de transport est assez dense en effet à Paris, mais elle est payante. Est-ce que c'est un mythe inatteignable, la gratuité du transport en commun en Ile-de-France? La réponse est oui, c'est inatteignable et surtout la question c'est est-ce que c'est vraiment l'enjeu principal. Moi d'abord, qu'il y ait des politiques de gratuité des transports, j'y suis très favorable quand ça répond à des logiques ou des besoins très particuliers. Mais aujourd'hui, sur le plan budgétaire, c'est hors de portée de faire une gratuité généralisée, hein. D'abord parce qu'elle ne pourrait pas être pensée à l'échelle de Paris. Comme moi, maire de Paris, j'aurais la prétention de porter des métros gratuits et qui ne s'appliquerait pas aux Lilas, Montreuil, à Bagnolet. Donc c'est un sujet grand parisien et pas un sujet parisien. La deuxième chose, c'est que je crois que nous avons besoin de faire des investissements majeurs dans les transports en commun encore et que dans un arbitrage d'allocation de moyens financiers, je préfère maintenir des investissements très lourds plutôt que de les faire glisser sur le financement de la gratuité. Mais je réfléchis sur un sujet, sur la gratuité, et je le mettrai sur la table avec tous les partenaires qui peuvent être concernés. J'aimerais rendre le réseau de tramway et de bus, j'envisage de proposer de la gratuité pour les bus et les tramways, les transports de surface. Je rappelle que dans les modèles internationaux de gratuité, les modèles français, c'est sur les réseaux de surface. En gros, pourquoi? Parce que ça rendrait le bus et le tramway plus attractifs. On comprend que le réseau de sous-sol qui est le plus efficace, le plus rapide, le plus massif, c'est hors de portée budgétaire. Mais c'est un sujet que j'aimerais beaucoup mettre sur la table, la gratuité des bus et des tramways. On va bientôt arriver au Parc des Princes, notre destination. On se retrouve dans un instant juste devant.